Bonsoir Lucie, et oui, avec un double anniversaire, celui de la Renaissance, 5 siècles bien sûr, et puis aussi le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci. C'est la raison pour laquelle nous sommes à Amboise. Alors ce que je propose aux téléspectateurs, c'est de faire un petit peu un cours d'histoire. On révise, on va voir ce qu'est le château d'Amboise grâce au reportage de Mélanie Trachler et Stefano Lorusso. Une silhouette gracieuse au-dessus de la Loire. Loin du château défensif médiéval, à la Renaissance, Amboise est devenu somptueux. À l'époque, l'édifice était 5 fois plus grand. L'évolution du gothique est vers une expression assez sophistiquée. Et en fait, c'est surtout là l'utilisation du château qui a changé. Et au lieu d'être une place forte, le château devient un lieu qui se veut confortable et prestigieux. Et donc tous les éléments de décor vont devenir très très importants. Une décoration raffinée, rinceaux, arabesques, chérubins, motifs symétriques, inspirés souvent de l'Antiquité, le style italien dans toute sa splendeur, Amboise, c'est le château de prestige par excellence. Charles VIII est né à Amboise. On a François Ier qui va être aussi élevé à Amboise. Beaucoup d'enfants de rois en fait grandissent dans ce château. C'est une forteresse, c'est vraiment un lieu privilégié pour l'éducation des enfants. Et François Ier, lui finalement par la suite, décidera de rajouter lui aussi son empreinte à ce château et donc fera rajouter au début de la Renaissance le 2e étage, les mansardes que l'on peut voir ici. Amboise détonne avec des fenêtres plus grandes pour plus de lumière, mais aussi cette prouesse architecturale révolutionnaire. Ces tours ont été construites comme des portes d'entrée dans le château. Ce sont des portes sécurisées, mais permettant, comme dans un parking moderne, par une rampe qui fait plusieurs boucles, de pouvoir accéder pour des chevaux et des attelages depuis le niveau de la ville sur les terrasses du château. L'année 1518 est marquée par l'organisation de nombreuses fêtes à la cour qui sont organisées par Léonard de Vinci et notamment 2 fêtes au mois de mai qui ont lieu dans ce château qui sont des fêtes grandioses et donc on a une cour qui se veut fastueuse, élégante et qui montre au-delà du souverain le prestige du royaume de France. Le 2 mai 1519, le grand génie mourra. François Ier lui accordera la faveur d'être inhumé au château. Voilà, alors Jean-Marie Soudreau, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Vous êtes le conservateur de ce château, dont on dit dans le reportage que c'est un endroit absolument charmant et qui représente aussi la Renaissance, quelque chose de brillant, quelque chose de, on va dire, de significatif de cette époque. Oui, c'est vraiment un lieu qui marque. Prestigieux. Oui, et c'est presque l'identité de ces châteaux de la Loire qui se trouve ici dans une illustration, puisque c'est le basculement entre la période médiévale et puis ces temps modernes qu'on appelle la Renaissance. Et l'on a donc un lieu qui est un lieu de pouvoir, mais qui est aussi un lieu de résidence. Et comme tel, c'est un lieu où va s'écrire donc l'histoire avec le faste que l'on veut lui donner et notamment avec un invité prestigieux que l'on commémore cette année, évidemment, c'est Léonard de Vinci. C'est Léonard de Vinci. Et là, on se trouve dans la chapelle, la petite chapelle qui se trouve juste à côté du château Zazel-Rideau. Et là, vous pouvez voir, vous qui êtes téléspectateurs, qui êtes venus peut-être jamais ici dans ce château, voici la tombe de Leonardo da Vinci. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le prononcer. Originaire de Vinci. Originaire et donc, de Vinci. en fait, cette tombe n'est pas la première tombe. En fait, il a été enterré dans la grande église qui était dans le château. Cette église a été détruite au début du 19e siècle et les restes ont été transférés dans la deuxième moitié du 19e dans cette petite chapelle. Et donc, c'est vraiment le lieu qui symbolise le lien, en fait, entre le roi et l'artiste, parce que l'artiste a voulu, au-delà de la mort, rester sous la protection de son mécène. Alors absolument, et en plus, même s'ils ne se voyaient pas beaucoup, il y avait une grande complicité entre les deux. Oui, on dit même, si vous voulez, que le roi, lorsqu'il parlait de Léonard de Vinci, ou quand il lui parlait, il l'appelait « mon père ». Et donc, il y avait une relation qui était sans doute... Il voulait montrer son estime, mais aussi il y avait une notion d'affection dans cette relation. Et vraiment, Léonard de Vinci a trouvé, avec François Ier, pour la dernière étape de sa vie, un protecteur, et un protecteur qui s'est montré généreux. Très bien. Merci en tout cas de nous avoir reçus toute cette journée dans ce merveilleux château. Vous connaissez Stéphane Bern, j'imagine ?
Je connais un peu Stéphane Bern, mais je pense que tout le monde connaît Stéphane Bern. Voilà. Et c'est un bon avocat du patrimoine. Et un bon avocat du château, d'ailleurs, on l'a rencontré, et c'est Flavien Texier. C'est un entretien qui a été réalisé il y a quelques jours. Bonjour Stéphane Bonjour Bern. Julien, bonjour à tous. Où sommes-nous ici? Nous sommes dans la salle du conseil du château d'Amboise, une salle magique. Vous voyez d'ailleurs, on célèbre à la fois Anne de Bretagne et les rois de France, puisqu'il y a les hermines de Bretagne et les fleurs de lys des rois de France. C'est tous les rois de France ici, de Charles VIII, France qui est mort ici en se cognant le front contre un linteau de porte, François Ier. C'était le roi du château d'Amboise aussi, même si ensuite il s'est fait construire le château de Chambord. J'ai une tendresse particulière pour ce château d'Amboise. D'abord parce qu'il domine la Loire, il est majestueux, il est singulier. Il est à la fois, on sent la beauté de la Renaissance qui naît. C'est-à-dire les châteaux ne sont plus seulement défensifs, ils deviennent des châteaux d'agrément. Vous dites, à propos de la Renaissance, un monde s'éteint, un autre naît. C'est vraiment une période charnière dans l'histoire de France? Moi, je crois que c'est vraiment une période charnière de notre histoire. D'abord parce que il faut pas oublier une chose, c'est que ça a sédimenté depuis la publication de la Bible de Gutenberg. Ensuite, c'est vrai qu'un certain nombre de savants ont été chassés de Constantinople, arrivent en Italie. Le roi de France, François Ier, fait ses campagnes italiennes, qu'on connaît, et ramène tous ces savants et ces grands esprits en France. Et donc, tout d'un coup, il y a la réforme en même temps, c'est-à-dire que l'être humain, l'homme ou la femme, revient au cœur de la société. C'est plus seulement le dogme établi. Tout d'un coup, on met en cause les règles préétablies. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. On ne reviendra pas en arrière. On essaiera souvent au cours de l'histoire, mais on ne pourra pas. Comment la Renaissance est-elle arrivée dans notre région Centre-Val de Loire? Eh bien, c'est au fond le centre, la région Centre-Val de Loire, était là où vibrait le cœur du roi, parce que les rois de France, évidemment, comme nous aujourd'hui, découvrent cette douceur de vivre en Val-de-Loire et donc décident de s'y installer. C'était aussi une manière de gouverner le pays, parce qu'on est vraiment au cœur de la France. Et s'y installe, la cour est encore nomade. Pensez que ce château de Chambord, je crois que, de mémoire, François Ier n'y a dormi 42 nuits. C'est relativement peu pour un château, mais parce que on allait de cour en cour. Ce que je trouve assez intéressant aussi, c'est que François Ier voulait faire plaisir à sa mère, Louise de Savoie. Il voulait construire une capitale grandiose à Romorantin, qui est vraiment à l'époque le centre de la France, pour pouvoir gouverner tous ces États. Le projet n'aura pas lieu parce que l'argent manque, et cet argent sera utilement employé pour construire Chambord et faire aujourd'hui. Vous savez, quand on parle de célébrer la Renaissance, ce qui est important de dire, c'est que le monde entier nous envie cette constellation de chefs-d'œuvre qui sont réunis le long de ce cours ligérien qui est la Loire. Vous pensez que cet anniversaire peut intéresser le grand public? Mais bien sûr, cet anniversaire nous concerne tous. D'abord parce que ça nous ramène à nos racines. Un peuple qui ne sait pas d'où il vient ne sait pas où il va. Donc ça nous ramène à nos racines, les racines de cette Renaissance, là, au bord de la Loire. Et je pense que pour tous ceux qui vivent dans cette région du centre Val-de-Loire peuvent se sentir, peuvent s'identifier à cet anniversaire. Et en même temps, tous ensemble, parce que les célébrations, il y a 500 projets pour 500 ans d'histoire. Ces 500 projets qui vont tout au long de l'année émailler le cours des jours pour montrer cette effervescence intellectuelle d'il y a 5 siècles. C'est peut-être se projeter dans l'avenir. Comment est-ce que on peut aussi innover autant qu'on l'a fait sous Léonard de Vinci? Quel sera votre rôle exactement précis? Mais mon rôle est de vous parler
Mon rôle est d'être celui d'un ambassadeur, d'être le type bavard qui peut-être n'est pas très compétent pour vous parler de la Renaissance, mais en tout cas, je parle avec sincérité, avec mon cœur. Mon cœur, c'est de dire, au fond, j'ai la chance d'habiter dans cette région. J'habite un peu au nord de la région. L'Eure-et-Loir fait partie de la région Centre-Val-de-Loire, mais au nord, on a la cathédrale de Chartres aussi, mais tout autour, dans cette région de 6 départements, eh bien, il se passe quelque chose et on doit tous ensemble célébrer cet anniversaire. Je me sens un héritier de Léonard de Vinci. J'ai envie de créer, j'ai envie d'imaginer le monde de demain. J'ai envie d'avoir des projets fous. Vous savez qu'il a imaginé les premiers tanks, qu'il a imaginé alors des choses guerrières, mais il a imaginé des avions qui volent, des montgolfières. Il a tout est sorti de son cerveau génial. Et ensuite, c'est devenu une sorte de réalité. Peut-être tous ensemble, on peut rêver le monde de demain. Merci à vous. Voilà, superbe phrase, hein. On peut rêver le monde de demain, c'est ce que dit Stéphane Bern. Bonjour Thibault, alors vous êtes docteur en histoire, vous êtes aussi donc chercheur associé au CESR. Le CESR, c'est le Centre d'études supérieures de la Renaissance. Alors là, on parle à vraiment un grand spécialiste de la Renaissance. Je tiens à préciser d'ailleurs que Thibault, il sera avec nous dans un documentaire qui sera diffusé lundi soir sur France 3 Centre-Val-de-Loire qui s'appelle Les Côtes de Chambord, parce que vous connaissez bien Chambord. Alors Bern disait qu'il préférait peut-être ce château ici d'Amboise plutôt que celui de Chambord. Vous préférez Chambord, j'imagine ? Oui, oui, forcément. J'ai une préférence pour Chambord, mais ce sont deux châteaux très différents en même temps, qui n'avaient pas le même usage non plus. Ouais. Alors, nous sommes dans la chambre du roi. C'est une reconstitution de la chambre du roi. Elle est Renaissance, cette chambre, ou... Oui et non. Non, c'est ça, voilà. Dans la mesure où il ne reste aucun meuble royal de cette époque-là, tout le mobilier royal a brûlé à la fin du siècle, donc on n'a aucun meuble de François Ier. On est obligé de faire des reconstitutions. D'accord. Mais je dirais que c'est une bonne reconstitution. C'est tout à fait dans l'esprit Renaissance. C'est l'œil de l'expert. Je voudrais qu'on jette juste un œil avant d'aller découvrir un endroit secret. C'est cette toile qui est là, qui est arrivée il y a peu de temps de Guillaume Ménageot, qui a été faite en 1780, qui a été restaurée, où l'on voit, alors là c'est le fantasme de l'artiste, où l'on voit Léonard de Vinci avec François Ier, il est en train de mourir, mais c'est à Fontainebleau. Donc voilà, c'est l'histoire de l'histoire et on continue comme ça. Maintenant, on va aller voir un endroit secret ici, parce que s'il y a des secrets à Chambord, il y a aussi des secrets et des endroits cachés dans ce château d'Amboise. Regardez. Alors, Marc Mété, nous sommes dans un endroit ici que l'on va dire qualifié de secret, méconnu en tout cas. Oui, très méconnu, puisqu'il n'est accessible qu'à une partie infime de nos visiteurs. Ouais, c'est sur demande uniquement. C'est ce qu'on appelle la tour cavalière. Alors, on connaît la partie haute de la tour cavalière. Là, c'est la partie basse. Tour cavalière, tout simplement parce que les chevaux y montaient, les cavaliers y montaient. Alors les chevaux, pas n'importe lesquels, ceux du roi et de l'empereur. Donc là, on est dans l'entrée solennelle, justement permettant au roi d'accueillir les hôtes de marque. Quelle époque ? Alors je crois que comme c'est un endroit, il y a beaucoup de graffitis et je crois qu'on l'a là. Oui, effectivement. Ouais. On a une date de construction qui est ici, qui se cache ici. 1498. 1498. Alors, on est dans une construction qui commence à la fin du XVe siècle, sur l'ordre de Charles VIII, et qui s'achèvera pour la deuxième tour cavalière au début du XVIe siècle, sous le règne de Louis XII. Voilà, donc elle va traverser quand même un certain nombre de siècles avant de voir le côté définitif. Mais celle-là restera, et elle restera comme un lieu... il est un peu lourd, le lieu, parce que c'est un lieu de prison. Oui, c'est un lieu normalement d'apparat qui va être transformé après le départ des rois de France en lieu de détention, tout d'abord pour des prisonniers de guerre. On a quelques témoignages d'Espagnols, de Portugais et même de Suisses détenus ici. Et puis jusqu'au milieu du XXe siècle, pendant l'épisode de la dernière guerre, les tirailleurs sénégalais seront détenus très temporairement au moment de l'occupation. Voilà, et certains d'entre eux ont marqué, comme on peut le voir là sur les murs, certains d'entre eux ont marqué leur désespoir et leur espoir en même temps. Oui, tout à fait. On a les célèbres barres laissées par des prisonniers, ça c'est universel, mais certains ont voulu personnaliser leur passage, laisser la trace.
traces, à l'exemple d'un Suisse qui a été fait prisonnier à Bruxelles. L'essentiel des dates qui figurent sur ces murs correspondent aux principaux conflits menés par la France en Europe au XVIIe siècle et XVIIIe siècle. Voilà, et c'est un endroit sur lequel on peut faire de grandes études sur le graphe en général. Hein. Exactement, Ouais. il suffit d'une pointe de charbon ou d'un ongle pour ainsi laisser sa trace dans l'histoire. Bon, merci Marc Mété de nous avoir fait découvrir cet endroit à la fois magique et à la fois un peu obscur. Voilà, Thibaut Fourier, nous sommes ici donc dans la salle du Conseil. Ce qu'il faudrait dire sur François Ier, ce qui a été dit dans le reportage, c'est que c'est un enfant, François Ier, qui vit dans les travaux. Oui, tout à fait. Il a Ouais. passé toute son enfance au château d'Amboise, dans un chantier gigantesque. C'est un des plus gros chantiers royaux de l'époque, au milieu des maçons, des ouvriers, Et c'est ce qui va lui donner le goût de l'architecture et sentir que les choses changent et que la Renaissance arrive. On peut l'imaginer, oui, dans cette ambiance de travaux, qu'il ait pris le virus de l'architecture pendant son enfance. Donc, il a eu le virus de l'humanisme, aussi des sciences et de beaucoup de choses. Et il a la rencontre avec Léonard de Vinci. J'ai envie de vous poser une question, vous le spécialiste sur Léonard de Vinci. Vous préférez l'artiste ou le scientifique, le fabricant de machines, le concepteur de machines? Je crois que je préfère peut-être le philosophe. Le philosophe, voilà. Eh bien, ça, c'est une excellente réponse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et eh bien, on va vous proposer une des inventions de Léonard de Vinci, le parachute, s'il vous plaît. Si Félix Baumgartner a sauté depuis l'espace et atterri en toute sécurité, c'est grâce à Léonard. Raccourci, certes, mais De Vinci a tout de même inventé le premier parachute de l'histoire. Ce parachute, il le dessine et le décrit dans le Codex Atlanticus en 1480. Si un homme a une toile de tente dont toutes les ouvertures ont été bouclées et qui mesure 12 brasses de largeur sur 12 de profondeur, celui-ci pourra se jeter de n'importe quelle altitude sans dommage. 12 brasses milanaises, cela équivaut environ à 7 mètres, ça forme quand même une très grande tente pyramidale. Seul détail que Léonard de Vinci semble avoir oublié, un harnais de sécurité. Selon lui, le passager est suspendu, les bras levés et se tient fermement à des cordes fixées au châssis. C'est tout de même pas très pratique. Trop lourd, forme trop fausse, beaucoup d'experts doutaient de son bon fonctionnement, jusqu'en 2000, lorsqu'Adrien Nicolas construit et teste le design de l'ingénieur, et cela fonctionne. Léonard de Vinci confirme son statut de génie. Voilà pour le parachute de Léonard de Vinci. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. On se retrouve au bord de la Loire, le fleuve royal. C'est beau, hein, le château d'Amboise. Vous en aurez plein de rendez-vous comme ça jusqu'à fin juin, bien entendu, puisque la semaine prochaine, on sera à Blois. Alors, des petits rendez-vous pour le week-end. En Indre-et-Loire, à Saint-Antoine-du-Rocher, l'espace Nobuyoshi, XL Art, consacré justement avec des artistes contemporains, et bien tout simplement à Léonard de Vinci, avec des clins d'œil assez formidables. Je change de fiche en début mai à la pagode de Chanteloup. Léonard de Vinci, précurseur de la vision tridimensionnelle, vous m'en direz tant. Et puis on va terminer avec une autre exposition au Château du Rivaux. C'est pareil, c'est en Indre-et-Loire. C'est un joli petit clin d'œil qui a été fait à Léonard de Vinci avec des artistes. C'est tout à fait étonnant. Allez-y. Voilà pour notre agenda. Lucie, je vais vous dire une chose. C'est simple. On va se retrouver dès vendredi prochain. On va se retrouver à Blois. Je vous donne aussi rendez-vous lundi soir parce qu'il y a une autre émission. Donc, le débat du doc consacré, bien entendu, à la Renaissance avec l'excellent film Les Codes de Chambord. Et puis, je sais que vous ferez partie de l'équipe. Alors, on se donnerait rendez-vous très, très bientôt et j'espère vous faire tout savoir, tout connaître, j'espère, sur la Renaissance. Bonne soirée à vous.